une chose qui vaut ce qu'elle vaut. Mais figurez-vous que 35 km au nord donc, de Stonehenge en Angleterre, à 120 km à l'ouest de Londres, le plus grand site néolithique d'Europe, Highbury, vous avez vu son fort tout à l'heure, je vous le remontre. Voilà Highbury. À l'intérieur d'Highbury, il y avait 3 cercles de menhirs, 98 menhirs. Je vais vous présenter quand même un petit peu le site rapidement. Eh bien, un phénomène, depuis quelques années, s'est intensifié autour de ce fort d'Highbury et de la pyramide de Silbury Hill, c'est le phénomène crop circle. Vous le savez, je suis allé 10 ans en Angleterre, j'ai vu, étudié près de 200 crop circles. Eh bien, aujourd'hui, alors ceux qui ne connaissent pas les crop circles, je vous rappelle que ce sont des symboles qui apparaissent dans les champs de céréales dans le monde entier, mais 75% des crop circles du monde entier apparaissent dans les îles britanniques, et 75% de ces crop circles britanniques apparaissent autour d'Highbury. Pourquoi Highbury? Mystère. Pourquoi les crop circles choisissent-ils Highbury? C'était un grand mystère. Y a-t-il un lien? Peut-être, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en utilisant les démonstrations d'Howard Crowers, ce mathématicien gallois. Alors les crop circles, pour ceux qui n'en ont jamais vu, en voici un à côté d'Highbury. Le premier crop circle signalé dans le monde, c'est en 1590 dans un texte en Hollande. Le premier crop circle étudié par les scientifiques, c'est en 1880 dans la revue Nature. Les scientifiques y consacrent une page d'études. Ils ne savent pas, bien sûr, ils sont dépassés. Entre 1820 et 1830 en Angleterre, il y avait déjà des crop circles. La première dame, disons, qui a vu naître un crop circle entre 10 et 15 secondes dans un champ, c'est en 1934. Et aujourd'hui, peut-être 90% des crop circles sont d'origine humaine. Il y a un phénomène tour operator, et pour attirer les gens, donc. Mais les crop circles humains, je vous le dis tout de suite, m'intéressent autant que les autres. Mais je ne vais pas vous expliquer pourquoi dans le détail, parce que c'est trop compliqué. J'ai fait des conférences sur les crop circles. J'en ai fait plusieurs. Alors, ce phénomène crop circle, je ne le connaissais pas. Je n'avais pas Internet, je n'avais pas d'ordinateur. Mon ordinateur, je l'ai eu en 2012. Et je l'ai connu en 1998, je ne connaissais même pas le nom. Crop circle. C'est un ami qui me l'a fait connaître et je suis parti avec lui en Angleterre. Sur les conseils du sorcier de ce village de Saint-Agrève. Il m'a dit, ça vous aidera à comprendre le mystère de la vie et toutes les questions que vous me posez. Ce site d'Highbury, vous voyez, il y avait donc 3 cercles de menhirs, et vous avez 2 avenues de menhirs qui partent de ce fort sacré. L'une a entièrement disparu, c'est celle-ci, et celle-ci existe en grande partie, c'est Stone Avenue, et ça se terminait encore par un cercle de menhirs. Il y avait donc 600 menhirs dans ce site, et vous avez ici, entre les 2 avenues de menhirs, vous avez Silbury Hill, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La voici, la plus grande colline artificielle d'Europe, donc sous ce cône de craie, une pyramide à 6 degrés de l'âge de la pyramide de Saqqara et du même style. Nombril du monde en matière de crop circle. En voilà des crop circle araignée, 1994, en voilà un autre à côté de Silbury Hill. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces crop circles, apparemment, ceux bien entendu qui posent grand mystère, peuvent justement être, les intelligences derrière ces crop circles utilisent la science du son.
Et comme cette science du son, elle est omniprésente à Stonehenge, je vous en ai parlé, mais également partout dans ces lieux, eh bien on peut se poser la question s'ils ne sont pas créés par la science du son. Si vous mettez sur une plaque de métal, du sable, et que vous faites vibrer même avec votre voix, mais avec également d'autres ondes, eh bien vous remarquez que le sable va dessiner un crop circle. Au commencement serait le son, c'est ce qu'on appelle la sonogénèse. L'ordre du monde serait de nature sonore, vibratoire. Vous savez, dans la Bible, il y a au commencement était le verbe. Ça veut dire la vibration. Donc, l'ordre du monde serait de nature sonore, vibratoire. C'est le son qui sculpterait et organiserait en continu la matière. La science qui décrit les effets périodiques du son et des vibrations sur la matière s'appelle la cymatique. Et c'est un Suisse, Hans Génie, médecin suisse, 1904-1972, qui, disons, l'a découverte. Bon. Alexander Lothar-Wasser a pris le relais, il n'est pas mort, il est né en 1951, et lui a déjà remarqué que les formes des organismes de la nature, eh bien, ressemblent au crop circle. Et il a réussi donc à reproduire, il a réussi même à reproduire des formes, des motifs, des symboles, si vous voulez, qui existent dans la nature. Vous voyez par exemple la carapace de tortue, par la vibration, il a réussi à la reproduire. Également le trilobite, c'est un fossile de 426 millions d'années, donc du primaire, et vous voyez ce qu'il est arrivé à faire, ça ressemble étrangement. Donc, il a dit, mais il a été donc... et surtout, il s'est aperçu que vous voyez, on peut le faire avec du sable, mais on peut le faire aussi sur de l'eau. Vous mettez 1 millimètre d'eau dans une coupelle, et vous faites vibrer, et à ce moment-là, l'eau dessine une espèce de crop circle. Alors, la majeure partie de ces figures, donc de ces crop circles, sont construites sur la base de structures géométriques, symétriques. Certains ont des ressemblances frappantes avec les figures acoustiques, c'est-à-dire les figures que l'on obtient par les vibrations sonores. Vous remarquez qu'elles sont effectivement toutes symétriques, il y a des actes de symétrie magnifiques. La géométrie de ces dessins est parfaite lorsqu'on les observe de haut. Donc on pense qu'ils ont été effectivement dessinés par la science du son, qui emploie une projection verticale, que ce soit du haut ou du bas. Donc il pourrait donc s'agir de l'action d'un rayon vibratoire. Donc finalement ce rayon agirait comme une onde sonore. Je saute un petit peu. D'ailleurs certains témoins ont entendu un son suraigu survenant juste avant la formation d'un crop circle, d'un diagramme. Regardez ce crop circle. 2005, j'étais en 2005 avec mon épouse et des amis. 2005, ce crop circle est apparu à côté du fort d'Aybury. Voilà le fort d'Aybury. Et là, Silbury Hill. Et le crop circle est apparu ici. Eh bien, Aybury et Silbury Hill sont positionnés, comme l'a démontré Howard Crowhurst que vous apercevez ici, selon les axes nord-sud et est-ouest, c'est-à-dire que si on trace le diamètre est-ouest du fort d'Aybury, on peut dessiner avec ce diamètre 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, et on s'aperçoit que ce diamètre, quand on descend sur l'axe nord-sud, on arrive exactement au centre de la pyramide. Ces grands carrés peuvent être séparés en 4 petits carrés. Ces petits carrés mesurent exactement le rayon du fort sacré d'Aybury. Et si vous projetez sur l'axe nord-sud un rayon, 2 rayons, vous arrivez au centre exact du crop circle. Est-ce un hasard? Peut-être, mais ça a été démontré régulièrement. En termes clairs, les intelligences
qui ont positionné ce crop circle ont peut-être dans leur tête la science des architectes de ces mégalithes. Et ils ont positionné ce crop circle peut-être pour rééquilibrer ce qui a été détérioré au cours des âges. C'est absolument incroyable quand vous regardez ça, regardez cette précision, 2 petits carrés et vous arrivez au centre du crop circle. On peut aller même encore plus loin. Le Fort d'Highbury a l'âge des pyramides de Gizeh, 2006 environ avant Jésus-Christ. Howard Carter a dessiné la pyramide, une pyramide de Gizeh, la grande pyramide, dans Khéops. Vous voyez, il a dessiné là. Et il a dessiné, en utilisant le côté de la pyramide, un cercle, je ne sais pas si vous le voyez, rouge, vous le voyez? Eh bien, figurez-vous que le périmètre de ce cercle est dessiné avec le côté de la pyramide comme rayon, eh bien, est égal exactement à la distance entre le centre d'Highbury et le centre de Silbury Hill. Une précision ahurissante. Ça veut dire que la technique utilisée par les pyramides égyptiennes correspond également à la même science. Ce crop circle, en plus, il contient, vous voyez, je peux le grossir peut-être, vous voyez, il contient 3 sets. Vous les voyez, ces 7? Eh bien, ces 7, c'est le symbole des Tuatha Dé Danann. Ont-ils voulu nous faire signe pour nous indiquer que les intelligences qui dessinent ces crop circles ont un lien avec les constructeurs des mégalithes? Mystère. Mais je vous pose la question, si vous ne connaissez pas le symbole, c'est le triskel, qui est souvent représenté comme ceci, mais qui est souvent représenté comme ceci. Ça, c'est le blason de l'île de Man. Vous voyez, triskel, ça veut dire 3 jambes. Et vous voyez que ces jambes dessinent 3 sets. Donc peut-être, pour attirer notre attention sur le lien également qui existe entre les architectes des mégalithes, c'est-à-dire les Tuatha Dé Danann, les derniers dieux descendus du ciel. À côté de Silbury Hill, en 2009, il s'est passé un incident étrange. Nous y étions avec mon épouse. Eh bien, figurez-vous qu'à côté de Silbury Hill, dans ce champ a été inspecté par des géants. Voilà la pyramide de Silbury Hill. Vous remarquez qu'il y a une route importante qui passe à côté. Et dans ce champ, alors c'est pas ce crop circle, c'en est un autre, je vais vous le montrer. À peu près ici, en 2009, il y avait un crop circle, le voici, qui représentait, disons, le couvre-chef d'un chef maya. Et un policier qui avait fini son travail et qui passait sur la route, au moment où il passe sur cette route, il aperçoit 3 géants de 2 mètres et quelques, qui ont notre allure, mais ils sont très grands, cheveux blonds. Ils sont là, et c'est difficile de s'arrêter au bord des routes anglaises. Il n'y a pas d'accotement souvent. Mais là, il y a un parking réservé à ceux qui veulent admirer Silbury Hill, donc il a pu s'arrêter, et il est parti à la poursuite de ces géants. Voilà une reproduction. Ils se sont volatilisés immédiatement. 2 autres personnes sont témoins de ce fait. Le lendemain, ce monsieur avait la visite des services secrets anglais, le MI5 et le MI6. On lui a présenté une trentaine ou quarantaine de photos ou de dessins d'êtres bizarres de toutes sortes. Et on dit, parmi ces photos, est-ce que vous reconnaissez les êtres que vous avez remarqués? Et sans hésiter, il a montré une photo. Voilà, je vous raconte cette histoire, c'est de l'ufologie, ça fait plaisir à Bruno. Voilà, et maintenant nous partons en Bolivie et au Pérou. Nous partons en Bolivie, au Pérou, et en Bolivie et au Pérou, vous avez le lac Titicaca, à plus de 3000 mètres d'altitude, presque 3007 je crois.
qui est à cheval, moitié en Bolivie, moitié au Pérou. Et vous avez des sites étranges, vous en avez entendu parler, Cusco, l'ex-capitale des Incas, et non loin de Cusco, Sacsayhuaman. Sacsayhuaman, d'ailleurs dans la ville de Cusco, il y a également des murs comme ça, des murs cyclopéens, mystérieux. Alors officiellement, on nous dit que ce sont les Incas. Les Incas vivaient entre 1230 et 1532. C'est-à-dire que c'est l'ère chrétienne, c'est pas très longtemps, c'est l'histoire. Quand les Espagnols sont arrivés, les Incas étaient là, et on nous dit que ce sont ces Incas qui ont construit ces murs. Et les Incas, ils ont beau dire que ce n'est pas eux, regardez ces murs, c'est absolument incroyable. Donc Sacsayhuaman, c'est une incroyable forteresse, encore, disons, sur la vocation de ce lieu, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent aussi que c'est lié également au ciel, qu'il y a une histoire d'astronomie. Donc c'est entouré d'un grand mystère. Le premier problème est surtout archéologique. Les murailles sont faites avec des blocs mesurant plusieurs mètres et pesant jusqu'à 200 tonnes. Malgré leur forme complexe, ils arrivent à avoir 12 côtés. Leur forme complexe et irrégulière, ils sont parfaitement emboîtés et ne sont liés par aucun ciment. Les méthodes de construction restent incompréhensibles de la part d'un peuple au balbutiement, nous dit-on, de l'évolution. Les Mayas sont comme, bien qu'ils vivent entre 1230 et 1532, ils ne connaissent ni la roue, ni la poulie, ni les outils en métal, ni la traction animale, etc. Donc c'est exactement officiellement comme la population néolithique. Alors bien sûr, pour construire des blocs comme ça pose question. Ça pose question d'autant plus que les Incas ont dit aux Espagnols, ce n'est pas nous qui avons construit ça, ce sont les dieux de l'ancien temps. D'ailleurs que nous, comme il y a eu des tremblements de terre et que ces murs ont été quand même détériorés, nous les avons réparés, mais vous voyez, avec des murs tout à fait ordinaires. Et non loin toujours dans ces lieux, si on passe sur la Bolivie, vous avez Tiahuanaco. Ici, Tiahuanaco, donc c'est en Bolivie. Tiahuanaco, il y a une partie de Tiahuanaco qui s'appelle. Alors, Tiahuanaco, on l'appelle aussi Tiwanaku, c'est le terme local, ou Tiahuanaco. Et il y a Puma Punku. Alors, Tiahuanaco, c'est vraiment une cité qui pose problème. On nous dit officiellement que ça a été construit entre 600 avant Jésus-Christ et 600 après environ. Mais les Amérindiens, les Incas plutôt, les Incas disent que également, quand ils sont arrivés, le site était vide, et nous allons, j'accélère un petit peu, nous allons à Puma Punku, qui est le site le plus récent de Tiahuanaco. On dit qu'il est, disons qu'il est à peu près de 536 à 600 avant Jésus-Christ, et là, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que ce Puma Punku, le site archéologique qui défie toute explication scientifique et qui défie également notre compréhension cérébrale. Alors en effet, les théories officielles nous expliquent que les bâtisseurs de Tiahuanaco ne possédaient que des outils en pierre et aucun métal suffisamment dur pour tailler les roches. Or, on trouve des andésites, c'est l'une des roches les plus dures qui existent. Pourtant, on y trouve donc des curiosités architecturales, comme des blocs taillés d'andésite, pierres extrêmement dures, dont les formes complexes sont incompatibles indéniablement avec la technologie de l'époque. Regardez, je vous montre rapidement les dessins, regardez ça. C'est fou. C'est comme si ça a été découpé au laser. Regardez. En plus, les roches ont été transportées sur 70 km au moins, il y en a qui même disent 300 km. Et plus encore, d'autres morceaux vont comporter des trous parfaitement forés. Ces trous sont si bien alignés qu'il est difficile de croire, bien sûr, qu'ils ont été réalisés avec des outils primitifs. Regardez ça. Plus encore, quand vous soufflez dans certains de ces trous, ce sont des mégaphones, encore et toujours la science du son. Votre voix retentit dans tout le site. Donc il maîtrisait également la science du son. Mais
quand on regarde ça, bien sûr, il faut que ça ait été foré avec des foreuses, soit au tungstène, mais surtout au laser. C'est pas possible que sans outils en métal, on ait pu, donc, bien sûr, creuser des trous pareils. Mais les Mayas, eh bien, le disent. Ça ne va pas. En fait, rien ne prouve que ces humains pré-incaïques furent les bâtisseurs de ces monuments. Plus encore, tout en apparence semble indiquer qu'ils ne furent les concepteurs ni les réalisateurs de ces édifices aux dimensions cyclopéennes. Les Incas vous disent que ce site a été l'œuvre du dieu Viracocha, ou plus exactement, du peuple du ciel, sous la direction du dieu Viracocha, et également, on parle dans ces régions de la déesse Orejona. La déesse Orejona est arrivée au lac Titicaca. Alors je vous raconte la mythologie de pré-incaïque, donc avant les Incas. Elle est arrivée au lac Titicaca, elle venait de Vénus, elle a atterri sur l'île du Soleil, et cette déesse, Orejona, ça veut dire grandes oreilles, elle a une particularité. Elle ressemblait aux femmes humaines, mais elle avait des doigts palmés à 4 doigts. Mais surtout, et c'est là l'indice très intéressant, elle avait un crâne allongé. Elle avait un crâne allongé. Or, c'est dans cette région, à Paracas, dans le musée de Paracas, il y a une civilisation qu'on appelle la civilisation de Paracas, qui a dû faire 700 géoglyphes dans le désert, j'y reviendrai tout à l'heure. Eh bien, dans ce musée, on a découvert 300 crânes allongés qui sont datés de la période pré-incaïque. Tout le monde vous affirme, bien entendu, et c'est logique, parce que partout sur la planète Terre, les humains que nous sommes, y compris en France, à Toulouse jusqu'au XIXe siècle, prenaient l'habitude, dès l'enfance, de faire allonger le crâne de leurs enfants. Ça, c'est reconnu effectivement par des techniques, vous voyez, diverses. Seulement, là, on peut se poser une question. Et cette question s'est posée à 2 scientifiques éminents. L'un s'appelle Nassim Haramein et l'autre s'appelle William Brown. Je vais vous les présenter. Ils ont dit, mais c'est quand même incroyable, on nous dit donc que c'est des crânes humains. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est... alors, on nous dit aussi que c'est certainement pour une raison religieuse. Alors, la religion religieuse, je vous donne moi ma manière de penser, c'est qu'ils ont voulu que leurs enfants ressemblent à la déesse Orejona, à leur dieu et déesse. Alors, Nassim Haramein, eh bien, a pris en main ces crânes, a demandé, et on lui a permis, d'analyser l'ADN des crânes allongés qui révèlent une espèce humanoïde inconnue sur la planète Terre. Voilà Nassim Haramein, il travaille, si vous ne le connaissez pas, il est d'origine suisse, il travaille à Hawaï. Et voici un autre qui a analysé, William Brown, biophysicien à la Fédération Spatiale Internationale. Donc c'est pas n'importe qui, vous voyez bien. Et là, pourquoi ils ont analysé? Parce qu'ils sont aperçus que la suture sagittale de certains de ces crânes, qui partagent donc notre crâne humain, en un os pariétal gauche et un os pariétal droit. Je vous le montre, voilà, vous voyez, os pariétal, et vous avez une suture qui sépare les 2 os. Et bien sur certains crânes, elle n'y est pas. Vous comprenez? Alors, pas celui-là peut-être spécialement, on le voit mal, mais je vous le dis. Et alors à ce moment-là, ils ont analysé. Et voilà ce qu'ils en ont conclu. Là, je ne veux pas déformer leur manière de penser. Ces crânes, alors la plupart sont humains. Ces crânes très différents, il y a des crânes très différents des crânes classiques humains. La plupart, effectivement, sont humains. Il n'y a pas de suture, bien sûr, sagittale, qui sépare les 2 os du crâne humain normaux, résultats anormaux du code génome mitochondrial côté maternel. Côté père, le chromosome Y ne correspond pas au chromosome Y humain. Cela signifie que le père n'est pas un Homo sapiens. Est-ce une autre espèce humanoïde? Est-il possible qu'il y ait eu une manipulation au sein de cette civilisation? Manipulation possible par des êtres intelligents. Voilà la question qui se sont posées. Mais personne ne réagit.
Personne ne réagit malgré l'analyse. Seulement, l'affaire se complique quand vous pensez que c'est dans cette région qu'on a découvert, j'espère que vous les connaissez, toutes les fameuses momies de Nazca au crâne allongé. C'est comme par hasard dans ces régions qu'elles sont présentes. Alors, elles ont été... Alors là, bien sûr, inutile de dire, je vous le dis tout de suite, ces momies de Nazca, c'est une découverte qui marque le début d'une nouvelle ère pour la conscience collective de l'humanité. Ces momies nous entraînent vers un changement de paradigme et une remise en cause totale de nos actuels systèmes de croyances. Et je vous le garantis, elles sont certainement authentiques. Alors, et de plus, elles sont apparues dans une région mystérieuse qui s'appelle le désert de Nazca et le désert de Palpa. Donc, qu'est-ce que vous pouvez découvrir dans ce désert? Voilà Nazca, vers Lima, vers la capitale du Pérou. Eh bien, vous connaissez tous, ce sont les fameux géoglyphes. Ce sont des dessins, ils ont été étudiés et découverts en 1926 grâce à un aviateur, sinon au sol, vous ne vous rendez compte de rien, tellement ils sont grands, et ils n'ont pas été détériorés puisque c'est un désert où il ne pleut jamais. Indéniablement, ce sont des dessins faits pour être vus du ciel. Alors bien sûr, il y en a qui ont dit que ce sont les chamans qui les ont dessinés pour accueillir les dieux descendus du ciel. Alors ça, bien sûr, c'est des réflexions qui plaisent à personne, mais on n'a aucune explication. Aucune explication, je vous en montre quelques... Celui-ci est apparu sur la forme de crop circle en Angleterre. Regardez aussi ces lignes qui font quelquefois 10 km de long, je vous les montre très rapidement pour ceux qui les ont un peu oubliés. Et à côté de ces géoglyphes, puisqu'on les appelle des géoglyphes, des dessins sur la terre, c'est des espèces de crop circles, si vous préférez. Eh bien, vous avez des pyramides. Au Pérou, il y a autant de pyramides qu'en Égypte. Elles ne sont pas toujours bien conservées. Ça, c'est celle de Kauachi, qui se trouve dans... la voilà, un petit peu, vous voyez, elle est quand même pas mal. Et regardez celle-ci. C'est une reconstitution parce qu'elle est quand même en mauvais état. Elle est magnifique. Elle a été découverte en 1994. Souvent, les gens ignorent qu'il y a autant de pyramides au Pérou qu'en Égypte. Mais elles sont du même âge. Hein. Celle-ci est du même âge, 2006, 2008, comme les pyramides de Gizeh. Donc tout cela, justement, ces momies de Nazca apparaissent dans ce contexte. Alors ça pose question quand même. En plus, elles ont le crâne allongé. On trouve des 300 crânes allongés. Et en plus, on vous parle d'une déesse Orejona qui a le crâne allongé. Alors, on peut se poser quelques questions. Alors, en 2016, un explorateur français, Thierry Jamin, qui fait des études archéologiques depuis longtemps, mais il n'est pas docteur en archéologie, c'est peut-être pour ça qu'on l'écoute pas trop. Il entend parler qu'en 2015, des pilleurs de tombes ont découvert ces momies. Et alors il essaye d'en récupérer, le voilà, Thierry Jamin, et il va les récupérer en 2016, et il va demander aux scientifiques officiels de les analyser. Refus total. Ils vous disent, ah, ce sont des fakes, c'est un canular. Et personne ne vient. On dit c'est un canular, mais on n'analyse pas. Il a une idée géniale, il fait une collecte sur Internet et il récupère près de 40 000 €. Et là, eh bien, il va payer des scientifiques. Les voici, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les voilà en train d'analyser, bien sûr, ces momies. Elles vont être analysées au carbone 14, datées de 700 à 7000 ans. Mais surtout, je vous le dis, Thierry Jamin a rendu au monde la chance de récupérer un ancien secret que l'humanité n'aurait jamais dû oublier. C'est un secret qui secoue notre présent avec des conséquences encore inimaginables pour notre avenir. Alors voilà les scientifiques qui ont accepté d'analyser. José de la Cruz Urios, c'est un biologiste au secrétariat de la santé au Mexique. Il y a eu, je vous en présente que quelques-uns parce qu'il y en a eu plus que ça. En voilà un, c'était pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine à ce moment-là. C'est un docteur russe. Ensuite, voilà un docteur, une dame docteur aux États-Unis, Jess, et surtout un Français.
Olivier Cyr, et il est parti à la retraite en 2024, mais à ce moment-là, il n'était pas à la retraite. C'est un professeur de biophysique. Voilà ce qu'il dit, Olivier Cyr. Il n'y a pratiquement aucune chance que ça soit un canular. Ces momies sont authentiques. Et quand vous allez les voir dans le détail, vous allez comprendre pourquoi elles ne peuvent qu'être authentiques. Regardez-les. Alors, elles mesurent de 50 cm à 1,70 m. Elles ont été analysées au carbone 14, mais également, on a pu faire l'analyse ADN, l'analyse radiologique et l'analyse IRM. Alors, les conclusions de l'analyse sont les suivantes. Voilà, ça on l'appelle Maria, mais je crois que c'est Mario, en fait. Et ce sont des corps en état de dissécation, c'est-à-dire qui sont desséchés, qui sont recouverts d'une poudre de diatomite. La diatomite, c'est une roche sédimentaire qui se dépose dans les lacs et qui est faite de squelettes microscopiques, de diatomées d'algues microscopiques. Et c'est peut-être ça qui a permis la conservation. Pourquoi? Parce que cette momification, nous ne sommes pas capables de la faire même aujourd'hui, parce que ces momies contiennent leurs viscères, alors que les momies égyptiennes, on leur a enlevé des viscères, parce qu'on ne sait pas conserver un corps sans enlever les viscères. Eh bien là, elles ont leurs viscères. Donc imaginez, pour faire un fake, un canular, ce serait quand même difficile également de créer des organes et de tout. Regardez, elles sont tridactyles, c'est-à-dire qu'elles ont 3 doigts aux mains et 3 doigts aux pieds. Alors la conclusion est la suivante. Ces momies ont toutes les caractéristiques d'un reptile avec une apparence humanoïde et surtout, c'est une espèce inconnue dans l'histoire de la biologie planétaire. Elles n'ont pas le même nombre de côtes, bien sûr, non plus. Et regardez, alors on a trouvé des mains énormes. Ce seraient des êtres qui feraient, je crois, dans les 3 mètres et quelques. Donc il y a des petites momies, mais on a trouvé aussi 2 mains qui correspondent à des êtres géants. Alors, à l'intérieur de ces momies, il y a en plus, des métaux qui sont là apparemment pour, disons, corriger une déficience osseuse, mais certainement pas. Elles contiennent bien sûr aussi des œufs, puisque ce sont des reptiles, voyez. Donc, il y a des implants vraiment très curieux. Elles en ont toutes. Et en particulier, cette main qui fait quand même 39 cm de long, ça correspond à un géant, donc, elle a donc sur la main. Là, c'est pas pour réparer la main. Donc, on pense que ça avait un autre rôle. Est-ce que c'était pour recevoir des informations, des ondes? On ne sait pas. Est-ce que c'était pour la décoration? Sûrement pas. C'est beaucoup plus compliqué. D'autant plus compliqué, vous voyez ces implants, d'autant plus compliqué que, par exemple, celle-ci qui s'appelle Louisa, eh bien, ces implants contiennent de l'osmium. L'osmium, c'est le numéro 76. Il vaut 1 600 000 € le kilogramme. Et il est utilisé dans la chirurgie cardiaque, pour les stimulateurs, pour les valves, etc. Donc, on l'utilise. Alors imaginez un petit peu cette présence d'osmium dans ces plaques, donc c'est très curieux. Et ça se complique également parce qu'en 2024, si vous n'êtes pas au courant, je vous mets au courant, le dossier rebondit avec la découverte de Montserrat, c'est le nom qu'on a donné à la momie, une momie de 1,47 m portant un fœtus et 10 implants. Alors imaginez, comment voulez-vous, si vous êtes, disons, un farceur, reproduire un fœtus dans le ventre d'une maman.
Elle ressemble à Maria, qu'on avait découvert à 1m68. Maria, d'ailleurs, maintenant, on commence à penser que c'est Mario. Bon, avec un crâne plus allongé, et c'est un nouveau rebondissement aussi, avec la découverte d'une momie insectoïde de 49 cm de taille, portant 10 implants aussi métalliques, plus une sorte de carapace sur la partie dorsale de l'abdomen. Je tiens à informer ça parce que il y a Nurea TV à Saint-Étienne qui en parle, les autres n'en parlent pratiquement pas, et moi j'ai fait une conférence il y a quelques années, j'ai parlé un petit peu de ça déjà, et heureusement ils étaient là. Alors ils étaient contents que j'en parle. Et je tiens à donner cette information. Alors regardez bien Montserrat, à quoi elle ressemble, hein, avec ses... et regardez le fœtus, ici. Alors pour reproduire un fœtus à l'intérieur du ventre d'une maman, c'est quand même délicat. Inutile de le dire. Alors, regardez l'insectoïde également. C'est tout nouveau. Si vous n'avez pas appris sur Internet, vous pouvez taper... alors bien sûr qu'il y a des détracteurs, inutile de le dire, mais je viens de vous le dire, tous ces scientifiques sont formels. Et l'analyse ADN, c'est indéniable. Voilà. Mais personne, toujours personne. Alors elles ont été mises en lieu sûr dans l'université d'Ica, donc elles sont en lieu sûr. L'État péruvien a fait une perquisition sans mandat de perquisition. Heureusement, les universitaires ont protégé ces momies. Elles sont en voie encore d'analyse par ces universitaires, mais ils ont très peu d'argent en Pérou. Et c'est toujours pareil, ça va très lentement. Mais la junte officielle refuse toujours de se remettre en question, parce qu'il est inutile de dire que c'est une bombe atomique dans l'histoire officielle de l'humanité. Alors c'est soit, bien entendu, une évolution des reptiles vers des espèces d'humains, soit, bien entendu, des êtres qui viennent d'ailleurs. Il y a deux solutions. Thierry Jamin penche pour la deuxième. Parce qu'on en parle. Alors, je vais vous montrer, voilà ce qu'il dit Thierry Jamin. Les implications d'une telle nouvelle à tous les niveaux de la société sont immenses. Mais sommes-nous prêts à recevoir cette information? Au-delà du raisonnable, mes camarades et moi avons pris nos responsabilités et nous ne regrettons rien. C'était une affaire de conscience. Chaque citoyen du monde devrait se sentir concerné par ce qui se passe actuellement à Nazca. S'il s'agit de véritables reliques, c'est toute l'histoire des hommes qu'il faudra bientôt réécrire. Oui, vous n'avez pas fini d'entendre parler des momies humaines de Nazca. Non humaines, pardon, oui, non humaines de Nazca, oui, humaines, ce serait déjà pas mal, mais excusez-moi. Attendez-vous à de grandes annonces dans les mois et les années à venir. Mais plus encore, ces momies ont côtoyé les civilisations pré-incaïques. Comment on le sait? Eh bien, je vais vous le montrer. Elles sont reproduites en pétroglyphes avec 3 doigts, puisqu'elles sont tridactyles. Elles sont reproduites sur également des tissus pré-incaïques. Elles sont reproduites sur leur poterie. Donc c'est absolument indéniable. Elles ont côtoyé les civilisations pré-incaïques. Et je vais terminer par la conclusion quand même. Mais ces vestiges qui décoiffent, comme par exemple bien sûr même ces momies, soulèvent une foule d'autres questions inouïes, dont la plus pressante concerne notre âge en tant qu'espèce. La science garde un silence assourdissant, empêtrée qu'elle est dans ses contradictions et son credo. Il semblerait en effet que l'ADN cache l'ADN humain, entre autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 223 gènes d'origine inconnue qu'on ne retrouve dans aucune espèce animale avant l'être humain. Il semblerait en effet que l'ADN cache un grand secret dans sa structure si particulière, qui est trop bien agencée et élaborée, avec tellement d'intelligence et de subtilité pour n'être que l'improbable et hasardeux fruit d'une sélection naturelle aveugle. L'origine de ce formidable ordinateur biologique qu'est l'ADN
cache un profond mystère sous la forme d'un code, ce qu'on appelle le code source, ou d'un système d'information encore plus mystérieux que celui que nous connaissons déjà et qui reste à décrypter. Notre Terre est-elle un carrefour donnant accès à d'autres espaces et à d'autres temps, probablement, qu'étant habité par des êtres autoconscients, les êtres autoconscients c'est nous, étant habité par des êtres autoconscients, l'espace-temps qui est le nôtre attire une faune d'évolution supérieure, une espèce capable d'ouvrir et de fermer les sas, les portes spatio-temporelles, leur permettant de nous visiter. L'humain qui traverse une porte ne le fait jamais de son plein gré. D'autres l'ouvrent pour lui ou la ferment. Mais où sont ces portes? Voilà, je vous dirais aussi que je vais montrer une image de crop circle. Regardez celui-ci avec un texte, avec une écriture. Alors j'y étais, je l'ai vu, il faisait 500 mètres de long. À Alton Barnes, en dessous du cheval d'Alton Barnes, regardez ce texte magnifique dans une écriture inconnue, en 2009. Il y a 60 000 ans, l'être humain bénéficie d'une grande mutation de conscience que les scientifiques appellent le grand Big Bang du cerveau. À partir de ce moment-là, on ne l'appelle plus Homo sapiens, mais on l'appelle Homo sapiens sapiens. C'est nous les Homo sapiens sapiens. À partir de ce moment-là, grâce à cette grande mutation de conscience, cette grande mutation de conscience lui dote la pensée philosophique. Et à partir de ce moment-là, l'être humain est capable de se poser des questions sur le mystère de l'origine du cosmos et sur nos propres origines. L'être humain est capable alors de se poser des questions sur le mystère de la vie et de l'après-vie. Alors on peut se poser la question, notre ADN qui est de nature fractale, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est que le fractal, vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Notre ADN qui est de nature fractale, c'est-à-dire une nature qui permet à notre ADN de communiquer instantanément à des porteurs d'informations, même si ces porteurs d'informations se trouvent à des milliers de kilomètres de nous. Est-ce que cet ADN n'a-t-il pas été introduit par des jardiniers de l'évolution de façon à ne pas perdre le contact avec ces intelligences qui, effectivement, comme le suggère la théorie de la panspermie dirigée, qui sont peut-être venus intervenir et qui, à un certain moment, ont interféré dans notre génétique. Je me pose également la question. Je vous remercie de votre attention. Merci et à bientôt.